Peuple d'Afrique, nous avons jugé nécessaire de parler aujourd'hui d'un sujet. Un sujet peut-être qui froisse un peu, bien qui frustre un peu, mais il faudrait en parler. Le Mali, les pays de l'Est, nous avons atteint un tournant aujourd'hui. Il faudrait prendre les taureaux par les cornes. Et je ne pense pas qu'il y ait des sujets tabous. La guerre énergétique imposée au Mali, sans doute, ceux qui nous suivent, beaucoup d'entre eux peuvent proposer des solutions. La guerre énergétique qui frappe le Mali et voire les pays de l'Est, c'est une réalité. C'est une réalité et ces mêmes problèmes énergétiques, on en trouve un peu partout. Voilà, même en France, on vient de connaître une augmentation, je ne sais pas, de 10%. C'est dans beaucoup de pays. Il faudrait en parler. C'est quoi? Quelles sont les causes? Qu'est-ce qui se passe concrètement? Pourquoi ça au Mali? Et les conséquences, là, tout le monde le sait. Aujourd'hui, dans le monde de ce 21e siècle, depuis le 20e siècle déjà, sans l'électricité, il n'y a pas suffisamment de croissance, il n'y a pas de productivité, c'est presque l'économie à l'arrêt. Il y a l'économie, il y a l'énergie, au moins c'est souvent de temps en temps, il y a un programme, mais on connaît des délestages. Ça, c'est une réalité. Il faudrait savoir poser le diagnostic du problème, d'une maladie, pour essayer de trouver les traitements. Mais quand on fait semblant, là, on ne peut rien. Et la transition panafricaine, la transition malienne et panafricaine, les transitions en cours dans les pays de l'Est constituent ce qu'on appelle phase pilote, bien sûr, de la libération de l'Afrique. Donc, c'est un combat que nous, Africains, nous devons tous mener ensemble. Nous devons tous porter ce combat ensemble. L'énergie au Mali est distribuée et gérée et distribuée par la société Énergie du Mali. Énergie du Mali, c'est une société étatique. Une société étatique, en ce sens que longtemps, ça a toujours été totalement contrôlé par l'État malien. Mais vous savez, avec la vague de l'arrivée au pouvoir des fameux démocrates à compter des années 90, donc dans les années 2002-2003, il a été question de privatiser l'énergie du Mali. C'est dans ce cadre que certaines multinationales occidentales sont entrées dans le capital de l'EDEM. Et c'est de là qu'est parti réellement les véritables, en tout cas les véritables problèmes. Parmi les actionnaires, on avait Bouygues. On connaît Bouygues, non? C'est milliardaire français, sa société-là. Et il y avait d'autres actionnaires. Dès ce moment, beaucoup de choses ont commencé à mal se passer. Mais à l'époque, le président Amadou Touré a tout fait pour rompre cette privatisation. EDEM, c'est presque totalement contrôlé aujourd'hui par l'État malien. Quels en sont les problèmes? On parle d'une dette qui s'élève à des centaines de milliards de francs CFA. Une dette qui s'élève à des centaines de milliards de francs CFA. Pourquoi cette dette? Nous avons suivi un ancien premier ministre du Mali qui a montré, qui a essayé d'expliquer cette dette par le fait que l'EDEM, la société énergétique du Mali, achète les kilowatts, l'unité kilowatt à 200 francs aux centrales thermiques qui en produisent, mais revend cela à 90 francs aux contribuables maliens. La société achète à 200 francs, mais revend à 90 francs. Une perte de 110 francs. Cela s'est cumulé depuis plus de 10 ans. Donc, la dette là a augmenté. Donc, jusqu'à atteindre un certain point. Aujourd'hui, les patriotes qui sont à la tête du Mali ne sont pas prêts à continuer à jouer à ce jeu. Et ils sont en train d'assainir et de nettoyer, de régler la situation. Entre-temps, nous avons cela et nous voyons les moutons du dribbleur crier qu'il n'y a pas d'électricité au Mali. C'est un problème qui en passe d'être résolu. Je vais vous expliquer la production. Un ancien ministre du Mali a dit que le Mali a besoin de 500 mégawatts. Pardonnez, notez ça avec moi. De 500 mégawatts. C'est de quoi le Mali a besoin pour ne pas être dans les délestages. Nous notons que des sources de production du Mali, nous avons deux principales sources. Je n'ai pas dit qu'il n'y a pas autre. Il y a deux principales sources. Il y a ce qu'on appelle l'hydraulique, c'est-à-dire les barrages. Il y a aussi ce qu'on appelle les centrales thermiques. Les centrales hydrauliques, nous avons 4 barrages au Mali qui produisent l'électricité. Des 4 barrages, 3 barrages appartiennent à l'OMVS.
L'OMVS, c'est Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal. Ce fleuve qui part de la Guinée, qui descend vers ici au Mali, ça fait, la longueur c'est 1600 km, 1700 km, 700 km au Mali. Donc ça part de la Guinée, ça traverse le Mali, une partie de la Mauritanie et le Sénégal. Donc c'est un fleuve qui traverse 4 pays. Guinée, Mali, Mauritanie et Sénégal. Sa longueur 1700 km. L'OMVS, Organisation de mise en valeur du fleuve Sénégal, c'est un peu ce prototype de la CEDEAO. Comprenez ce que ça veut dire? Une organisation sous-régionale, mais chapeautée par les impérialistes, sans doute. Parce que si nous remontons à la création de l'OMVS, avant que l'OMVS ne soit créé, il était question de créer une organisation qui devait gérer les barrages hydrauliques de Manantali qui est censé produire 200 MW à lui seul. Ça devait appartenir à 4 pays, c'est-à-dire la Guinée, le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Ça, c'est depuis les années 1964. À l'époque, c'est Modibo Keïta. On sait qu'il était un nationaliste convaincu, un panafricain convaincu, à la tête du Mali, et Sékou Touré, nationaliste et panafricaniste convaincu, à la tête de la Guinée. On était 2 présidents panafricanistes contre 2 autres qui n'étaient pas aussi panafricanistes comme les Modibo. C'est-à-dire du côté de la Mauritanie et du côté du Sénégal à l'époque, et Senghor, qui était très proche, beaucoup plus proche d'Houphouët Boigny. Ils ont attendu la chute de Modibo Keïta. Et quand Modibo, son régime a été renversé en 68, en 72, l'OMVS fut créé. Et avec la création de l'OMVS, dans les années 72, tout autour de ça, la Guinée a été mise de côté. Pourtant, c'est de ce côté que parlent les cours d'eau. La Guinée a été mise de côté, c'est resté le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Donc ensemble, on a construit ces barrages de Manantali, avec financement des pays monarchies de Golfe et autres. La production de Manantali fait 200 MW, qui doit être répartie proportionnellement, le Mali à voilà, à peu près 51%, entre le Mali, la Mauritanie et le Sénégal. Il y a 2 autres barrages qui ont vu le jour ces 10 dernières années. Il s'agit des barrages de Guina, 140 MW. Et enfin, les barrages de Felou, 60 MW. Ces 3 barrages produisent 400 MW. Vous pouvez aller vérifier sur Google. Le Mali a un besoin de 500. Il ne nous reste plus que 100. Le barrage de Selengue appartient entièrement au Mali. C'est un barrage qui est censé produire 46 MW. Mais de 46 MW, excusez-moi, on est un peu dans les chiffres aujourd'hui. De 46 MW, des dernières informations dont nous disposons, qui sont encore à vérifier, Selengue ne produit qu'entre 5 et 10 MW. Qu'est-ce qui se passe? Donc, on ne devait pas avoir ces délaissages. Si le Mali avait à lui seul la production énergétique de ces barrages hydroélectriques. Mais là, qu'est-ce qui s'est passé? Ces centrales hydroélectriques dont il est question, hein, qui sont aussi des barrages hydrauliques, ça il faut le dire, qui permettent de l'irrigation et autres, dont il est question, de façon dont c'est réparti, ça fait que le Mali même ne bénéficie pas de plus de 200 MW. Pourquoi le Mali ne bénéficie pas de 200 MW? Parce que ces barrages-là, ces centrales-là ne tournent pas à plein régime. Pourquoi? Parce que quand nous prenons aujourd'hui la totalité de l'énergie consommée au Mali, plus de 51% proviennent de la deuxième source qui est les centrales thermiques. Plus de 51%. Comment peut-on adosser la consommation, la production, la consommation électrique d'un pays de plus de 22 millions d'habitants uniquement à des groupes, c'est-à-dire à des centrales thermiques, du gasoil, de l'essence et autres? Ce sont ces centrales thermiques-là qui produisent les kilowatts à un prix élevé et qui revendent les kilowatts jusqu'à 200 francs à l'énergie du Mali. Et les pseudo-démocrates qui ont dirigé le Mali pendant les 30 dernières années se sont arrangés de sorte que les barrages là, les centrales hydroélectriques ne puissent pas fonctionner correctement. Que le Mali soit dépendant des centrales thermiques. Parce qu'ils sont eux-mêmes les promoteurs de ces centrales thermiques. Ou ils ont des actions, ou en tout cas, ils ont joué un rôle dans leur implantation. Donc on a mis KO les barrages, la capacité
de production des barrages pour favoriser les centrales thermiques, pour favoriser notre dépendance à l'endroit des centrales thermiques. Parce que dans ça, il y a tout un marché. Ils sont tous des propriétaires des camions citernes. C'est un trafic organisé. Actuellement, il y a un dossier qui est en instruction, on ne va pas commenter, mais il y a beaucoup de responsables de l'énergie du Mali qui sont interpellés par la justice malienne. Parce qu'à chaque fois que les camions citernes devaient aller servir ces centrales thermiques, beaucoup de camions étaient détournés en cours de chemin. Voici comment on a créé cette situation. Et dans ça, s'il devait avoir une troisième source, c'est l'interconnexion avec la Côte d'Ivoire. Je répète, ce n'est pas l'État ivoirien qui produit, c'est une société privée qui est établie là-bas, qui est censée vendre l'électricité à beaucoup de pays. Et les fameux démocrates qui n'ont pas vu les jeux de la France venir, ils nous ont demandé non, ne faites pas fonctionner trop vos barrages, solidarité interétatique entre vous. Donc vous allez prendre quelque chose du Sénégal, pardon, de la Côte d'Ivoire, de même que vous, à partir de l'OMVS, vous donnez aussi de l'électricité au Sénégal, à la Mauritanie. Donc vous devez aussi recevoir quelque chose du côté de la Côte d'Ivoire, une sorte de solidarité, d'intégration énergétique au niveau sous-régional, que beaucoup utilisent aujourd'hui pour des fonds de moquerie. J'ai dit, mais vous n'avez rien compris de la géopolitique énergétique. Maintenant, Alassane Draman Ouattara, sur à peu près les 120 MW tout au plus, si ça tournait à plein régime, qu'on était censé recevoir, ils ont fait réduire ça, cette société, jusqu'à peu près autour de 20 MW. Mais là n'est pas le problème. Si nous prenons, c'est comme un manque à gagner de 100 MW. Mais le Mali, normalement, si les 3 barrages tournent à plein régime, le Mali, de nos calculs, donne jusqu'à 127,2 MW au Sénégal. Largement au-delà, au-dessus de ce que nous sommes censés recevoir du côté de la Côte d'Ivoire. Donc là, il y a quelque chose qui ne va pas. Ça cloche quelque part. Nous n'allons pas conseiller aux autorités du Mali d'avoir le même comportement qu'Alassane Ouattara pour se comporter de la sorte, essayer de bloquer tout ce qui va des autres côtés. Mais je pense qu'il faudrait discuter et il y a des choses qu'il faudrait revoir. Ça, c'est un premier problème qui a été posé. Les centrales thermiques là, de l'énergie produite pour le Mali, 51% provient uniquement des centrales thermiques, c'est-à-dire fuel, gasoil et autres. Et les 51% et les centrales thermiques là, plus de 50% appartiennent uniquement au privé. Mais ces centrales thermiques vendent les kilowatts jusqu'à 200 francs CFA, les informations que nous avons. Or, l'EDEM, l'énergie doit revendre ça à 90 francs. Donc nous savons qu'avec les centrales thermiques, on n'a pas de solution. Et ces gens-là, les démocrates qui ont dirigé le pays, ont créé une dépendance énergétique du Mali à l'endroit de ces centrales. Voici le vrai problème de l'énergie du Mali. C'est de la margouille. En ce moment, beaucoup de gens sont derrière les barreaux, mais ça continue. C'est pas quelque chose qu'on va régler d'un coup de baguette magique. En fait, en Afrique, il n'y a pas un pays, un seul pays. C'est très difficile d'en trouver. Peut-être quelques rares pays, mais la majorité, 80%, on peut estimer, des pays africains connaissent ces problèmes énergétiques. Parce que ce sont ces sociétés occidentales qui nous vendent les kilowatts à 200 francs, qui sont derrière. Il y en a tellement au Mali ici. Et ce qui est très bizarre, d'après nos recherches, on a acheté les kilowatts au barrage hydroélectrique à 60 francs au plus, 60 francs CFA. Et on revend à 90 francs. Donc EDEM ne devait pas connaître des dettes, on devait gagner. Mais on a fait tuer les turbines de ces centrales hydroélectriques pour créer une dépendance au fuel, au gasoil et autres. Parce que c'est de là qu'ils ont leur marché. Et là, on achète les kilowatts à 200 francs. Cher peuple d'Afrique, qui sommes-nous, nous, Africains? Et ce sont des gens comme ça qu'on appelait des démocrates. Ce sont eux qu'il faut laisser au pouvoir. Ce sont eux que les Occidentaux trouvent être légitimes pour diriger l'Afrique. Parce que ils autorisent l'implantation de telles sociétés et prennent nos pays en otage sur le plan énergétique. Ce sont les mêmes. Hein? Si demain,
Les peuples ivoiriens, si les vrais panafricains, des vrais libérateurs, ceux qui se battent uniquement pour les intérêts des Ivoiriens, accèdent au pouvoir du côté de la Côte d'Ivoire. Dites-vous que les sociétés privées qui sont implantées là-bas vont couper l'électricité aux Ivoiriens. Ah non, non, non. Ce n'est pas les compétences des dirigeants. L'électricité en Afrique est à grande partie contrôlée par l'Occident. Mais bizarrement, l'Occident continue de courir derrière les Africains pour avoir de quoi produire l'électricité là-bas en Europe. On sait qu'elle représente l'uranium du Niger. Nous savons que deux gazoducs partent du Nigeria. L'un passe par le Niger pour atteindre l'Algérie pour ravitailler l'Europe, l'Italie. L'autre passe par du Nigeria, ça se jette dans l'océan Atlantique pour rejoindre le Maroc. Et là encore pour prendre en charge l'Europe en matière de gaz. Pour essayer de compenser la perte de gaz qu'ils ont connue du côté de la Russie. Et que les Américains peut-être ont du mal à compenser avec tous les autres alliés. Maintenant, il y a des solutions possibles à ce problème. Beaucoup de solutions possibles. D'abord, sur le court terme, l'urgence c'est quoi? C'est de trouver suffisamment de gasoil de fuel. Nous sommes un pays en guerre. Par jour, la consommation de l'armée, elle n'est pas moindre. Ça, c'est une réalité. L'armée doit rester très opérationnelle. Le Mali a suffisamment de gisements d'hydrocarbures. Sur le moyen terme, il faudrait exploiter ça. Mais sur le court terme, le Mali est allié à des pays qui produisent tellement d'hydrocarbures. On peut citer la Russie, on peut citer l'Iran, on peut citer le Venezuela. Avec ces pays, nous conseillons vraiment à notre diplomatie de travailler, d'avoir de quoi suffisamment de carburant pour tenir au moins pendant 24 mois. Pourquoi 24 mois? Parce que deuxième solution, puisqu'on a juste besoin de 500 MW, les barrages, d'après nos informations, doivent être réparés pour que ça fonctionne à plein régime. Mais d'après nos informations, la Russie, une société russe doit construire une centrale solaire d'une capacité de production de 250 à 300 MW. Ce qui couvre au moins la moitié des besoins du Mali. La Chine aussi doit construire deux à trois centrales de 150, des centrales solaires de 150 MW chacune. Donc si nous prenons simplement la centrale solaire de la Russie, qui doit être construite par la Russie, et celle qui doit être construite par la Chine, nous avons presque la satisfaction totale. Le Mali sortira de ça comme nous l'avions dit à son temps. On avait dit que le Mali allait finir par être une puissance militaire. Le Mali deviendra une puissance énergétique. C'est juste une question de temps. Et ça, la remise des clés de ces centrales-là, c'est prévu pour fin 2025. Donc d'ici fin 2025, qu'est-ce qu'il faudrait faire? Il faudrait alors trouver suffisamment de carburant pour tenir jusque-là. Première mesure. Et ce carburant, il faudrait discuter ça avec des alliés. C'est dans ce cadre que nous avons vu, dans notre pays frère tout près, la Guinée, leur grand site, leur réservoir de carburant a été incendié. Qui a incendié cela? Pour créer aussi un tel problème du côté de la Guinée. Et récemment, on dit qu'il y a une attaque terroriste à la frontière Mali-Guinée. C'est du jamais vu. Au niveau de la localité de Kouré-Malé. Une façon de dire qu'on ne va pas laisser les carburants passer. Et au niveau de la localité de Djoumara, il y a une attaque aussi. Ça, c'est la route RN3 qui donne sur la Mauritanie et bien sûr sur Sénégal. Une façon de dire que vous devez rester dépendant des ports de la Côte d'Ivoire. Non, l'armée malienne est très forte, elle est en train de nettoyer la zone. Et presque tous ceux qui ont participé à ces attaques ont été neutralisés. Ont tous été envoyés au repos éternel, comme le dit notre ministre de la Défense. Ça, il y a solution à court terme, il faut faire venir beaucoup de carburant pour que au moins ces centrales-là produisent les kilowatts à moindre frais. Et ensuite, il faudrait faire relancer les barrages hydroélectriques qui doivent venir en appui, parce que bientôt, après ici, la saison chaude, c'est la saison des pluies. Donc, les cours d'eau voilà, auront suffisamment de volume pour faire tourner à plein régime ces barrages hydroélectriques. Et en troisième lieu, ce sont les centrales solaires là qui sont une solution, mais ça c'est à partir de fin 2025. Et dans 4-5 ans,
il y a des réacteurs nucléaires qui doivent être expérimentés au Mali, au Burkina. Donc, sur 5 ans, ces pays de l'Est vont atteindre une autosuffisance totale en termes d'énergie. Et pour le moment, le Niger, qui est membre de l'Est, doit aussi, qui produit déjà du carburant, du pétrole, et qui est en train d'ailleurs d'aider les deux autres pays. Le Niger on doit trouver de la technologie pour augmenter encore la capacité de production du Niger. Et le Mali aussi doit tout faire, parce que d'après nos informations, il y a un gisement important du pétrole au niveau de la localité de Nara. Le Mali doit tout faire pour augmenter aussi la production, en tout cas, commencer la production et augmenter cela de façon considérable. L'autre solution qui est beaucoup plus pérenne que nous allons proposer aux autorités du Mali, à moins de 100 km de Bamako, se trouve l'un des plus grands gisements d'hydrogène au monde qu'on peut exploiter sur des siècles et ça ne prendra jamais fait. C'est à vérifier, allez sur Google. Tapez, je vous en prie, vérifiez. Hydrogène de Boura-Kébougou. Hydrogène de Boura-Kébougou au Mali. Ou bien hydrogène au Mali, tout simplement. Vous aurez toutes les informations. Ça dit, on peut pomper, à partir de ça, on peut produire de l'électricité, non pas que pour les pays de l'Est, mais pour toute l'Afrique de l'Ouest. Et il y a une guerre derrière ça, parce que pour le moment, d'après nos informations, l'État malien ne contrôle pas totalement ça, sauf si j'ai pas la dernière mise à jour de l'information. Ce site qui a été attribué par des politiciens à une société privée. Pourtant, on peut exploiter cet hydrogène-là de façon discontinue. C'est-à-dire, c'est comme si vous avez, je sais pas, un bidon comme ça, vous pressez, l'air sort, ensuite quand vous relâchez, ça reprend de l'air. L'hydrogène là, c'est comme ça. Ça se remplit. Donc, on peut exploiter ça de façon indéfinie pour faire fonctionner, c'est l'énergie de demain. Non seulement source d'électricité, ça a été expérimenté au niveau d'un village, ça peut prendre toute l'Afrique de l'Ouest. Donc, qu'est-ce qu'on attend, nous, Africains? Nous avons ça et puis nous créons un problème d'électricité. Oui, c'est pas dit aux autorités actuelles. C'est dit à la mauvaise gouvernance des fameux démocrates depuis 30 ans. Et je me demande finalement, démocratie en Afrique, qui es-tu? Que veux-tu de nous? Parce que chaque fois on se retrouve dans cette démocratie, nos pays sont morcelés. On dit accord d'Alger, on dit ça, tout ça c'est avec le régime démocratique là. On privatise toutes nos sociétés d'État. La démocratie, qui est-tu en Afrique? Une bombe contre l'émergence de l'Afrique. Chers peuples d'Afrique, il fallait qu'on en parle. Nous vous remercions parce qu'à partir du Mali, il fallait vous donner certaines informations. Merci beaucoup.